Einen für den Jahresläufer. Alors voilà, ça tourne, donc juste un petit clap. Donc, ce soir, nous sommes heureux, ravis, flattés, honorés de recevoir Indravati Félicité pour un livre qu'elle va nous présenter. Je n'en dis rien pour l'instant. J'ai oublié ton prénom. Albert. Et Albert, qui est suffisamment bien informé pour la seconder dans cette rude tâche de présenter son ouvrage dans la crypte tropicale. Donc là-dessus, en remerciant le public qui est venu nombreux. Très bien. Alors, le livre, l'auteur, comme tu veux, Indravati Félicité, qui elle-même fait le passage entre le monde et ce qui reste du Saint-Empire, alors qui a été jusque-là professeur à l'Université de Réunion et qui est maintenant professeur à Erlangen en Allemagne, en Franconie, et qui, elle, travaille aussi sur le Saint-Empire, sur la diplomatie. C'est comme ça que moi j'ai fait sa connaissance et je suis venu ici à cette place sans avoir attendu cette tâche parce qu'on a travaillé ensemble sur les questions de diplomatie comme elle sur la correspondance française à l'époque moderne. Et voilà, j'ai entendu déjà quelquefois parler des sujets proches du livre et d'autres sujets aussi. Et c'est pour ça que j'ai pu déjà renseigner des étudiants à Limoges de lire ce livre-là si on pose la question, mais le Saint-Empire et le monde, est-ce qu'il y a vraiment des relations? Parce que le Saint-Empire, c'est un peu compliqué. Voilà. Et je reste comme ça, parce que moi, je n'ai pas encore lu le livre, j'ai entendu. Comment ça? Oui, il faut le lire maintenant. Lisez le livre maintenant, et après cette discussion. Voilà, Indravati, à toi maintenant, et merci de nous présenter ton livre maintenant. Merci beaucoup Albert pour cette présentation. Alors je remercie vraiment tous les amis, collègues et les autres personnes intéressées qui sont venues ce soir parce que c'est un grand plaisir et un grand honneur aussi de pouvoir présenter ce livre dans une librairie comme Tropique qui... Alors, je ne m'en rendais pas bien compte, c'est ma librairie de quartier depuis plus de 20 ans, mais qui, en réalité, est une librairie qui traite de thèmes très proches de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'histoire politique, la politique, les relations internationales. Et je suis très contente aussi qu'Albert ait fait le déplacement, parce qu'il représente un petit peu, enfin pas officiellement, mais l'institution à laquelle il est rattaché, mon institut historique allemand, qui m'a beaucoup aidé dans ce cheminement donc, qui a mené au livre. Alors je ne vais pas parler plus longtemps de ce qui s'est passé avant le livre, mais bon, il y a des gens qui sont là, qui depuis presque 30 ans savent comment tout cela s'est mis en place. Mais en fait, l'idée, c'était de parler du Saint-Empire à des gens qui, a priori, ne seraient pas amenés à s'intéresser à cet objet politique et qui ne s'intéressent pas non plus à la période que je traite habituellement, donc qui va du 15e au début du 19e siècle. Parce qu'en général, si on s'intéresse à l'Allemagne de cette époque, il s'agit de l'Allemagne, mais pas que de l'Allemagne, c'était ça un petit peu le défi, comment sortir d'une vision uniquement germanique de ce qu'on appelle le Saint-Empire et montrer qu'on peut s'intéresser au Saint-Empire depuis n'importe où, pratiquement,
Et depuis le Saint-Empire, on peut aussi s'intéresser à d'autres espaces, d'autres sujets, d'autres périodes, des acteurs très divers, des individus, des marchands, des aventuriers, des diplomates, des missionnaires, mais aussi bien sûr des empereurs, des princesses, enfin voilà, tout ce qui fait ce qu'on appelle les relations internationales. Et donc ça a donné ce livre qui peut, dont le titre peut donner l'impression qu'il traite d'histoire politique d'abord, donc d'un empire un peu poussiéreux, mais en réalité je pense que c'est un livre qui peut nous permettre de comprendre aussi comment un pays, comment se construit l'image d'un pays au-delà d'une époque, c'est-à-dire qu'il y a des strates historiographiques, il y a des historiens. Donc dès le début de la période que j'étudie, il y a des historiens, des géographes, des savants qui parlent du Saint-Empire et qui parlent de son rapport au monde. Et je pense que c'est ça qui était intéressant et qui peut nous amener à nous situer aussi dans tous ces discours qui sont produits sur le Saint-Empire, depuis le Saint-Empire lui-même, mais aussi de l'extérieur. Donc essayer de voir un petit peu que cet espace, certes, il est exotique pour nous aujourd'hui, mais cet exotisme est très intéressant aussi et il peut nous parler à notre époque où on a l'impression de vivre une accélération de certains phénomènes, de certaines dynamiques, qu'on appelle la mondialisation. Et voilà, donc je ne vais pas faire un résumé du livre parce que ce serait dommage peut-être, enfin je ne sais pas. Je voudrais, sans faire un résumé du livre, je t'ai déjà dit que tu ne soupçonnais pas le degré d'ignorance dans lequel nous évoluons aujourd'hui, et donc brièvement rappeler ce que c'est que le Saint-Empire romain germanique, oui. Parce que oui, je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens à qui je présente le livre, ils n'ont même plus la moindre idée de ce que ça peut être, et expliquer que ça n'a pas commencé au XVe siècle, même si ton ouvrage, pour différentes raisons, tu vas expliquer, commence à ce moment-là. Est-ce que tu peux faire un très bref rappel de qu'est-ce que c'est que cet empire? Après, comme tu sais, j'ai une autre question à te poser avant de laisser la parole au public. Oui, effectivement. Alors, moi, je dirais pas que c'est lié à une ignorance qui régnerait de nos jours. Mais oui, le Saint-Empire ne fait pas partie des canons, dans le secondaire, j'en parle même pas. Et même à l'université, on l'étudie, mais c'est pas forcément un objet auquel va être consacré un cours. Donc oui, il faut effectivement rappeler que donc, c'est une formation politique qui est un peu particulière en Europe, mais qui est omniprésente dans l'Europe ancienne, parce que c'est un ensemble d'entités politiques qui ont une certaine indépendance, donc ça peut être des principautés, des duchés, des comtés, etc., mais aussi des villes, très important. Et même des nations. Alors, ça, c'est un point très important. C'est un point très important parce qu'à partir du XVe siècle, il y a une idée qui se cristallise qui est que ce Saint-Empire... Alors, il faut que je passe par la genèse de cette idée d'empire, en fait. Cet empire se considère comme le successeur de l'Empire romain. Donc il y a toute une construction généalogique et idéologique qui fait que c'est censé... Alors je passe sur... mais bon, c'est l'idée qu'il y a une translation des empires, qui est une idée qui est encore très vivace aujourd'hui, on en avait déjà parlé. Est-ce qu'il y aurait un empire chinois, un empire états-unien, etc. Et donc lui se considère comme le successeur de l'Empire romain. Et peu à peu, comme c'est un empire qui finalement... consolide son assise politique au cœur de l'Europe, à partir du XVe siècle, émerge l'idée que c'est un empire de nation allemande. Et effectivement, dans son nom, à partir du XIVe, XVe siècle, on prend l'habitude d'ajouter ce groupe génitif, donc Saint-Empire romain, de nation allemande. Alors en français, on traduit par germanique, mais en allemand, l'appellation contient le mot nation, Deutscher Nation. Donc ça signifie que c'est un ensemble politique un peu agaçant
pour l'historien, parce que on considère en général en histoire que l'idée de nation, l'État-nation émerge lentement à partir de... Alors si on va loin, on peut dire à partir de l'époque humaniste, avec les langues nationales, etc., donc 15e, 16e siècle, mais que ça n'est pas encore une idée étatique. Et c'est un empire, donc est-ce qu'un empire c'est un État, puisqu'il n'a pas les mêmes institutions qu'un État, il n'y a pas cette centralisation qu'on va observer dans ce qu'on appelle l'État moderne. Donc le Saint-Empire c'est un peu un défi pour l'historien du politique et pour l'historien européen. Et c'était là que c'était intéressant de le confronter à des formations non européennes, d'essayer de le comparer, parce que je crois beaucoup à la vertu de la comparaison, même si il peut y avoir de mauvaises comparaisons, mais en comparant le Saint-Empire à l'Empire moghol, par exemple, à l'époque, donc qui s'est établi dans le nord de l'Inde, ou bien à la Perse safavide, on peut essayer de comprendre, ou aussi, alors ce sont des comparaisons que je n'invente pas, parce qu'elles sont faites par les contemporains. Le Saint-Empire, le modèle du Saint-Empire est confronté aussi à des empires qui sont en train de disparaître, donc l'Empire du Mexique, à partir du moment où Moctezuma est fait prisonnier et meurt, l'Empire du Pérou, l'Empire aztèque, donc il y a vraiment l'Empire du Mexique. C'est pour ça que tu as décidé de commencer au XVe siècle. Parce que justement, il y a la convergence, la concurrence de tous ces événements majeurs. Alors voilà, on est dans un monde qui s'élargit à partir de la fin du XVe siècle. Il est héritier, comme on l'a rappelé brièvement, de la Rome de Constantin, en passant par Byzance, Charlemagne, tout ça c'est une continuité. Exactement. Donc toi tu commences au XVe siècle. Voilà, alors merci de me le rappeler. Effectivement, le XVe siècle c'est très important parce que c'est l'époque où les expéditions portugaises désenclavent l'Europe et agrandissent le monde. Donc l'Europe va devoir repenser son rapport à ce monde en élargissement. Et c'est aussi l'époque où, tu as parlé de Byzance, Byzance tombe aux mains d'un nouvel empire ou d'un empire qui est en voie d'une dynastie qui est en train elle-même de constituer un empire, donc et Byzance devient Constantinople au milieu du XVe siècle. Donc pour le Saint-Empire, qui se veut héritier des deux empires romains, d'Orient et d'Occident, donc Byzance et Rome, ça signifie tout un ensemble de recompositions idéologiques et un nouveau discours. Et donc effectivement, c'est l'une des justifications de ce début du livre au XVe siècle. Et évidemment, il y a la question de ce que nous appelons la mondialisation, la première mondialisation qui commence. Alors, du coup, j'enchaîne sur ma deuxième question qui était introduite, que tu t'es préparée. Je ne sais pas si tu es à l'origine du terme, du vocable, mais qui m'a paru excellent, qui est donc d'impérialité, cette notion d'impérialité, particulièrement d'actualité pour les raisons que je t'ai expliquées, y compris idéologiques, politiques, mais éducatives, tant on entend de sottises actuellement à propos de l'actualité géopolitique mondiale, à propos du supposé impérialisme russe, chinois ou autre. Donc, à côté des notions de nationalité, souveraineté, on va bien distinguer, et je vais te laisser le faire, justement un des intérêts majeurs de ce livre, où même les sachants, et pas uniquement les ignorants, vont apprendre beaucoup de choses, eh bien, tu vas permettre de bien comprendre pourquoi c'est absurde de parler de l'impérialisme chinois ou russe dans les mêmes termes qu'on a parlé de l'impérialisme majeur aujourd'hui, l'impérialisme américain. Puisque ce qui, lui, se rapporte de manière modernisée, mondialisée, aux impérialismes du XVIIIe et du XIXe siècle, surtout, dont tu parles, je suppose, aussi dans le livre, et qui sont des impérialismes de prédation, de conquête, de mise en coupe réglée de territoires entiers, de mise en esclavage, etc., et d'exploitation et d'oppression. Ce n'est pas du tout le cas de ce type d'empire qui est au cœur de ton livre, et de quelques autres. On parlera sans doute d'autres fois de l'Empire russe, il est bien d'actualité, de l'Empire chinois, et de quelques autres. Mais donc, voilà, cette notion d'impérialité, à mon avis, est extrêmement féconde et utile pour
pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi nous assistons, comme dirait Todd, qui découvre ça, qui tombe de l'armoire et qui nous parle de défaite de l'Occident. Oui, si on veut comprendre pourquoi il ne s'agit pas d'un nouvel impérialisme qui est en train de s'opposer au nôtre ou à celui des États-Unis, eh bien, il faut lire le livre d'Indravati. Alors, on ne trouvera alors, on pourra trouver des choses sur un empire de Russie, ou de toutes les Russies, mais concernant le 19e siècle, alors de toute façon, il faut se méfier de la généalogie, mais il y a évidemment une réflexion sur la distinction entre impérialité et impérialisme dans le livre, hein, c'est la dernière partie du livre, sans traiter des questions aussi contemporaines, et de toute façon sur l'empire russe, un empire russe actuel, comme Sophie Queret est au premier rang, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais il y a des questions effectivement qui font écho à des préoccupations actuelles. D'abord, le néologisme impérialité, évidemment, il n'est pas de moi. J'ai eu la chance, quand je préparais ce livre, d'être accueillie dans un laboratoire, donc mon ancienne université, Paris Diderot, qui s'appelle aujourd'hui Paris Cité, où beaucoup de gens travaillaient sur les empires. Et donc, on a eu l'occasion, justement, de comparer nos empires, et c'était très intéressant parce on faisait ce que tu viens de faire, on comparait des empires qui avaient existé à des époques très différentes. Et ça, c'est vrai que l'une des vertus de l'anachronisme, c'est de permettre aussi d'essayer de parler à tout le monde et de s'interroger sur l'évidence qu'on présuppose en fait des termes qu'on emploie. Donc par exemple le Saint-Empire, personne ne se demande véritablement si c'est un empire, en quoi c'est un empire. Enfin en tout cas c'était une frustration que j'avais face à l'historiographie. C'était un empire nominal, mais en quoi est-ce qu'on pouvait dire que c'était un empire ? Juste une brève, pour clarifier les choses, surtout pour le public qui va regarder la vidéo. Ici nous avons des érudits évidemment, donc. Alors, le Saint-Empire, au moment où il va s'achever, c'est-à-dire l'Autriche-Hongrie, au moment de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est ? Alors, justement, ça c'était... son dernier rejeton. Alors, non. Non, ça c'était aussi l'un des points importants du livre. C'était de montrer que ce Saint-Empire, il avait, si tu veux, il a préexisté à l'Autriche-Hongrie, mais c'est plus que ça. Il est plus qu'un prédécesseur. Et alors évidemment, le souvenir du Saint-Empire ou le souvenir impérial est réactivé au XXe siècle, beaucoup, mais c'est un souvenir qui est très ambigu, parce que quand les nazis décident que l'État qu'ils ont créé, mais ils n'aiment pas vraiment la notion d'État, mais quand ils décident d'appeler cette formation politique Troisième Reich, donc le Troisième Empire, il y a aussi une volonté de se distancer de cet empire, parce que, de prendre ces distances, parce que le Saint-Empire n'était pas une formation dans laquelle l'empereur pouvait mener à bien un projet de conquête. Au contraire, l'empereur était tenu par des engagements, puisque la dignité impériale était élective. Donc pour être élu, il devait promettre de vivre en bon voisinage avec les voisins du Saint-Empire, de ne pas apporter la guerre dans l'Empire. Et la guerre était anticonstitutionnelle dans l'Empire. Juste pour préciser, parce que les gens aujourd'hui n'imaginent même pas ce que c'était que l'Autriche-Hongrie, c'est quand même une bonne partie des pays de l'Europe. Y compris réduite à l'Autriche-Hongrie à l'époque, avec toute une série de nations qui vivaient malgré tout, ça, c'est une des origines de la Première Guerre mondiale, mais il y avait toute une série de nations à l'intérieur d'un empire. Il n'y avait pas de notion en rapport avec ce qu'on qualifie aujourd'hui d'impérialisme. Ça n'avait aucun sens dans le cadre de cet empire-là. Donc rappelez que c'était non seulement l'Autriche, l'Hongrie et toutes sortes de la Yougoslavie, une bonne partie des Balkans, en fait, etc. Toutes ces nations qui vont un petit peu éclater en nations justement après la Première Guerre mondiale
Et c'était la dernière situation, le dernier périmètre de ce fameux Saint-Empire devenu Autriche-Hongrie. En réalité, là, on oublie la Prusse, le versant septentrional. Et en plus que la Balkanique, ça faisait pas partie du Saint-Empire en plus. Les pays... les Balkans, les Balkans, ça bon, mais ça faisait partie de l'Autriche-Hongrie. Oui, mais c'est la différence. C'est peut-être vraiment la question. Tu finis au 19e siècle avec ton livre. Bien sûr, c'est la fin du Saint-Empire, 1803 ou 1806, comme on veut. Mais il y a, au-delà de... Est-ce que tu peux préciser toujours à vision éducative qu'est-ce qui provoque la fin en 1806 du Saint-Empire? Qu'est-ce qui provoque ça c'est grande toujours... question. Il y a un livre, l'histoire allemande, qui commence am Anfang war Napoléon. Au début, c'était Napoléon. Ça veut dire, ça c'est classique pour l'historiographie allemande de commencer avec la fin du Saint-Empire, l'histoire moderne, vraiment en français contemporaine, le 19e siècle commence avec Napoléon. Et avec vraiment une rupture très claire avec tous ceux qu'on peut... tout ce que le Saint-Empire veut dire. Et je me demande, avec ta perspective là, on peut peut-être dépasser cette rupture de plusieurs façons. Tu regardes le Saint-Empire face au monde, bien sûr, mais là c'est encore une autre question, mais tu fais le chemin aussi vers les continuations, et qu'est-ce que ça veut dire cette rupture aussi? Oui, merci. C'est vraiment important, et ça nous ramène à l'idée d'empire en fait, parce que effectivement, ce Saint-Empire, un certain nombre de ces institutions cessent de fonctionner en 1803 et en 1806, et il y a notamment l'empereur qui n'est plus qu'empereur d'Autriche, mais ça c'est... Puisqu'il y a l'Empire français qui s'est intercalé. Alors effectivement, quand Napoléon se couronne empereur, il a en tête une translation impériale nouvelle, mais c'est une partie seulement du répertoire qui est déployé à cette époque, mais c'est vrai, et puis de toute façon, il fait amener les archives de Vienne à Paris. Sophie pourrait en parler mieux que moi. Aujourd'hui, quand on travaille sur les archives du Saint-Empire à Vienne, on voit ramener de Paris en tel... On vole en juste noces en conséquence. Exactement. Oui, voilà, et pour lui... l'idée d'empire, elle est quand même ancrée dans ce monde germanique, parce qu'il essaie de placer des membres de sa famille sur des trônes allemands, etc. Et c'est pas le seul. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette impérialité qui a existé pendant presque 1000 ans dans les pays germaniques, elle survit sous la forme d'une idéologie qui est très retravaillée pendant tout le 19e et ensuite au 20e siècle. Et donc, oui, on peut dire que, notamment à travers cette idée, mais aussi à travers tout un ensemble d'institutions au niveau infra, quelque part, le Saint-Empire continue d'exister, parce que le droit, qui était très important, c'était une culture du droit. Le Saint-Empire, il y avait 2 tribunaux impériaux qui étaient très, très respectés, et que n'importe quel sujet pouvait saisir un tribunal contre un prince d'empire, par exemple, pour l'un des 2 tribunaux. Donc, ce droit-là, il survit, cette culture juridique, elle survit. Et quand est fondé le 2e empire allemand, alors pas l'Autriche-Hongrie justement, mais ce que les Allemands appellent l'empire de l'empereur, quoi. Donc le Kaiserreich, centré, avec la Prusse comme centre de gravité, dans le nouveau parlement de cet empire. Beaucoup de discussions tournent autour de l'héritage du Saint-Empire et comment il s'intègre
dans la nouvelle culture politique. Et déjà, l'institution centrale, le Parlement, elle reprend le nom de l'ancienne Diète, dont le Reichstag. Il y a tout un ensemble de tribunaux et d'autres institutions aussi dans l'administration qui sont reprises de la période du Saint-Empire. Donc on peut dire que déjà par le droit et par la Constitution, il y a une survivance, c'est clair. Mais la dynastie qui est au pouvoir, c'est la dynastie qui s'était très fortement opposée à l'ancienne dynastie impériale au XVIIIe. Donc la Prusse s'était fortement opposée à l'Autriche au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, l'empereur était issu d'une dynastie qui avait son assise dans les pays autrichiens. Donc ça fait que cet héritage impérial, il est retravaillé, il est détourné d'un certain nombre de principes qui avaient été ceux des Habsbourg jusqu'à la fin du Saint-Empire. Donc oui, je pense qu'il faut redonner une certaine fluidité aux phénomènes qu'on décrit et que ce qu'on considère comme une fin en 1806, ça n'en est pas forcément une. Même si, alors là, je veux revenir au monde, ce qu'on observe à la fin du 19e siècle, par exemple, c'est que donc à la fin du 19e siècle, c'est une période où on repense le droit international de manière à intégrer la situation coloniale dans ce droit et dans le droit constitutionnel. Et il y a beaucoup de juristes dans les empires coloniaux en formation, donc la France, l'Angleterre, etc. Bon, c'est déjà bien avancé, hein, parce que tu parlais d'impérialisme. Donc là, désormais, il y a des empires coloniaux. Et beaucoup de juristes se disent comment on va faire pour devenir de véritables empires. Eh bien, ils regardent le Saint-Empire et ils essaient d'éviter ce qui leur semble avoir mené à la fin du Saint-Empire. Et ils comparent le Saint-Empire, donc qui se termine qui disparaît au début du 19e siècle, ils le comparent à l'Empire moghol aussi, qui disparaît aussi au début du 19e siècle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de ramener le Saint-Empire dans ces discours globaux, internationaux, dans ces débats, et de voir que finalement c'était bien un empire, mais un empire particulier, mais que par phénomène de réfraction, peut-être, il peut nous permettre de comprendre des notions qui sont un petit peu à côté de ce qu'on peut considérer comme relevant uniquement du Saint-Empire. Donc, par exemple, impérialité et impérialisme. Alors, c'est une grande question au XVIIIe siècle. Hein, comment est-ce que le Saint-Empire doit se positionner par rapport à la colonisation, par rapport à... et qu'est-ce qu'un bon empire ? Est-ce que c'est un empire Mais attention, parce que quand on utilise le mot impérialiste au XVIIe siècle, par exemple, et au XVIIIe... non, évidemment non. Mais pour parler, par exemple, de ceux qui, à la fin du XVIIe, pour ce qu'on appelle les guerres de Louis XIV, les impérialistes, ce sont ceux qui sont dans le camp de l'empereur. Donc voilà, alors dans le livre, j'essaie aussi de faire tout ce travail sur les mots. Et parce qu'il y a deux strates, en fait. Il y a les mots qu'on trouve dans les sources, donc qu'employaient les contemporains, et les mots, les notions que les historiens ont forgées. Et donc, il faut essayer de confronter un peu ces deux lexiques pour arriver à comprendre comment le lexique impérial, parfois, il peut faire écran devant une réalité. Ou au contraire, ça peut être très stimulant et ça peut nous permettre de poser des questions voilà. Bon, alors, en t'écoutant et en réfléchissant à ce qu'on a discuté autrefois, je me suis demandé aussi, je répète peut-être aussi une question de quelqu'un qui m'a posé une question, mais est-ce qu'il y a eu une diplomatie impériale, voilà. Ça, c'est un début d'une question. Est-ce qu'on a vu vraiment le Saint-Empire ou est-ce qu'on a vu quelqu'un qui venait de la famille de Habsbourg, comme par exemple si on parle des colonies au XVIIIe, c'est plutôt c'est le Brandebourg qui a commencé avec les colonies, mais c'est pas le Saint-Empire face au monde. Ça veut dire
Peut-être on peut prendre cette question dans les deux sens dont tu as parlé, les mots. Ça veut dire quel concept du Saint-Empire et peut-être aussi la distinction entre les différents acteurs et actrices. Qui est-ce qui parle vraiment du Saint-Empire et est-ce qu'il y a des différences, des contacts, des discussions vraiment sur qu'est-ce que ça veut dire le Saint-Empire face au monde? Alors, je vais commencer peut-être par la dernière question, parce que c'est vrai que c'est important de savoir sur quel matériau, de quelle source je suis partie pour essayer de trouver l'Empire, parce qu'effectivement, il faut le retrouver dans l'historiographie, dans les réalités qui agitent le monde au XVIIIe siècle, et surtout l'Europe, bien sûr. Bon, c'est un regard européen que je porte sur le Saint-Empire, parce que je pars surtout de sources européennes. Et au XVIIIe siècle, on a un groupe d'économistes qu'on appelle, dans le cas du Saint-Empire, les caméralistes, qui mènent une réflexion et de manière très concrète, très explicite, qui disent « Mais pourquoi est-ce que nous, notre empire, il ne participe pas à la colonisation ? Pourquoi est-ce que nous n'envoyons pas nos troupes pourquoi est-ce que nous n'avons pas de comptoir en Inde ? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas naviguer dans les eaux asiatiques ? Pourquoi est-ce que, donc, surtout les Néerlandais, les Britanniques, les Français nous empêchent d'accéder aux routes commerciales les plus intéressantes ? Et pourquoi nous n'avons pas de compagnie des Indes ? Alors, la question, elle fait écho en réalité aux considérations, enfin à ce qui préoccupe les marchands. Et là, c'est intéressant de voir que donc, le Saint-Empire, c'est aussi une bande littorale au nord. Donc c'est la mer du Nord, la mer Baltique, avec des ports qui sont actifs et qui sont très dynamiques et puissants aussi depuis le Moyen-Âge. Notamment, là, je pense beaucoup à donc celle qui a été mon premier maître, Marie-Louise Pellu-Caplan, qui a travaillé sur la Hanse. Donc des villes qui, au Moyen-Âge, ont mené des guerres, qui ont mis à genoux le Danemark, par exemple, pour accéder aux routes commerciales et aussi qui utilisaient des routes terrestres. Donc on a des marchands qui très anciennement déjà participaient à un commerce mondial. Il y avait alors je remonte même pas aux Vikings, puisqu'on a retrouvé dans le Schleswig des dinars. Enfin bon voilà, donc il y avait des échanges. C'est aussi pour revenir sur ces idées reçues d'un territoire enclavé au cœur de l'Europe, continentale uniquement, etc. Et donc, il était ouvert au monde, aux routes du Nouveau Monde, y compris, qui venait d'être découvert, mais il n'a pas eu vraiment de colonie, le Saint-Empire. Pas plus d'ailleurs que l'Autriche-Hongrie. Alors, contrairement au Reich allemand. Qui lui succède. Oui, alors ça c'est une question très compliquée pour l'époque moderne, parce que si tu veux, le colonial, bon là j'aurais bien aimé que mon amie Charlotte soit là pour qu'on parle de cette distinction entre colonial et impérial, parce que le colonial jusqu'au XVIIIe siècle, c'est une réalité qui est cantonnée aux Amériques. Où est-ce qu'il y a des colonies au sens où nous l'entendons? Il y a des comptoirs ailleurs. Et ailleurs, voilà. Donc, en Inde, au XVIIIe siècle, les Européens sont tolérés. On leur accorde le droit d'installer des... Alors, la situation bascule à partir de la guerre... Oui, à partir du colonial milieu, au sens où on l'entend, à partir de la deuxième grande période de colonisation, c'est-à-dire le 19e. Voilà. Ben là, ça c'est quelque chose qui a beaucoup été projeté, tu vois, cette réalité coloniale du 19e siècle a été projetée sur le 18e, le 17e, à tort, voilà, parce que le mot n'a pas le même sens, tu vois, au 17e, quand les Français créent des colonies, par exemple la Nouvelle-France, c'est vraiment colonie au sens grec antique.
On va créer des nouvelles France. Donc on envoie des gens peupler des territoires, mais il se passe quand même... Enfin, il y a des phénomènes de négociation, etc. Mais c'est pas quelque chose qui correspond exactement... Alors en Amérique, c'est très différent. Hein. Là, il y a vraiment extermination de population, conquête, organisation implantation de structures, violence. Donc c'est une installation qui est très différente de ce qui se passe en Afrique et en Asie. Donc il faut distinguer les deux. Mais alors pour revenir à la question de la diplomatie, est-ce qu'il y a une diplomatie impériale, une diplomatie du Saint-Empire ? Là, il faut revenir aux mots. Et en français, on est un petit peu démunis. Et Vladislav Hrchevski pourrait en parler mieux que moi, parce que la langue française, elle gomme un certain nombre de distinctions qui existent en allemand entre ce qui est impérial relevant de l'empereur, donc le Kaiser, Kaiserlich en allemand, et ce qui est impérial relevant de l'Empire, donc le Saint-Empire, qui est une entité politique qui agit de concert avec l'empereur pour prendre les décisions. C'est ça le Saint-Empire à l'époque moderne, enfin à l'époque dont nous parlons. Ni l'empereur, ni les entités dont j'ai parlé, qui sont quasiment qui sont très autonomes. Donc on a parlé du Schleswig, donc le duché de Schleswig-Holstein, ou bien la ville de Nuremberg, voilà. Ils doivent tous se mettre d'accord pour prendre une décision qui engage l'Empire. Et donc les juristes insistent beaucoup sur ce point. L'empereur, il ne peut pas demander à son ambassadeur de parler au nom de l'Empire si ce qu'il va faire dire n'a pas été validé par le Reichstag, donc la Diète. Donc c'est très clair. Donc où est-ce qu'on trouve l'Empire ? Et où est-ce qu'on trouve une diplomatie impériale ? On est obligé alors pas d'inventer, mais peut-être d'aller chercher parfois du côté des sciences dures, de nouveaux outils conceptuels. Et par exemple, on doit voir comment cette diplomatie fonctionne de manière réticulaire, mais aussi même de façon plus dynamique. En fait, l'Empire, il apparaît une fois que ce réseau se met en mouvement. Et forcément, c'est un peu embêtant parce qu'on aimerait bien avoir une définition statique, précise, mais justement, et les contemporains, ils sont un petit peu obsédés par cette nécessité de staticité, parce que c'est pas par hasard si à l'époque, les mots comme Stadt, Stand, enfin tous ces mots qui désignent quelque chose d'immobile, de statique qu'on va pouvoir comprendre, ils sont très employés et très débattus. Mais on ne peut pas trouver l'Empire dans la staticité. Et ça a aussi beaucoup embêté les historiens parce qu'ils essayaient de trouver aussi son étaticité. Donc l'État, c'est la même racine. Et c'est très compliqué. Donc et je pense qu'il faut développer ces outils conceptuels qui nous permettent de rendre justice à la fluidité de ce qui se passe dans l'Empire. Et c'est là qu'on va voir une diplomatie impériale en action. Qui en plus marche très bien. Beaucoup mieux que, on va dire, nos diplomaties impériales actuelles. On peut difficilement parler même de diplomatie. Parce que c'est plus le même sens. Tu vois, parce qu'on est dans cette vision très statiste oui, et très positiviste aussi de la Absolument. Constitution. Donc à l'époque, la Constitution impériale, elle se décline à différents niveaux. Et c'est au moment où les différents niveaux interagissent qu'on a... le Saint-Empire qui donc est actuel, au sens actualisé par ses actions. On est vraiment dans un état hegelien, là, dans cette perspective impériale-là. Je ne sais, je sollicite peut-être un petit peu ton travail, mais c'est l'impression que ça donne malgré tout. C'est-à-dire, on est du côté du transcendantal, hein, avec la forme qu'il a fini par prendre. Mais néanmoins, qui marche très bien. Alors, il y a des philosophes qui un Gilles et Juliette pourraient mieux. Voilà, je pense que... S'il y a des commentaires... Juliette, je ne sais pas si... Germanie, c'est philosophe. Vous mettez ensemble le Hegel et le transcendantal, ça m'étonne quelque chose. Mais... Ah bah Hegel, c'est un kantien quand même. Mais non, c'est surtout la fin de l'histoire, c'est l'accomplissement de l'État. L'idée, c'est l'État. Cette notion d'empire, c'est exactement ça. Repris par les jeunes hegéliens, cette histoire est sans fin. Oui,
surtout par Marx, hein, qui lui dit non, c'est pas fini du tout. Mais je veux dire, à ce stade, comme accomplissement d'une idée, d'un concept de l'État, autant au sens étymologique, stare, substantiel, de ce qui reste, de ce qui perdure, de ce qui est et qui continue et qui devient, comme superstructure ultime de l'organisation, cet empire romain germanique tel qu'il fonctionnait, et même tout ce que tu nous en racontes, y compris au niveau diplomatique, alors je crois que monsieur voulait faire un commentaire là-dessus, correspond quand même assez bien à l'État hegelien, me semble-t-il. Vous n'êtes pas d'accord ? C'était pas exactement sur Hegel que je voulais intervenir, c'était plutôt une curiosité. Enfin, j'ai vu que tu parles rapidement de ça dans le livre, autour de Charles Quint. En fait, la question justement du rapport entre, puisque Charles Quint a la particularité d'être à la fois le roi d'Espagne et de ce qu'on appelle, en tout cas rétrospectivement, son empire, et en même temps effectivement à la tête du Saint-Empire, et du coup ça permet peut-être aussi de distinguer cette question du Saint-Empire par rapport à la question de l'empire colonial, puisqu'effectivement, comme tu dis, l'Espagne et l'empire, le Saint-Empire reste séparé, enfin cette espèce de voilà, parce que ça peut être une... Oui, merci beaucoup. Parce que en fait, c'est l'une des racines de cette confusion qu'on peut faire souvent quand on parle d'un empire espagnol, puisqu'effectivement, l'Espagne devient une puissance coloniale à un moment où elle est gouvernée par un souverain qui est aussi empereur. Et les contemporains, donc là vraiment, je pense que si j'ai appris quelque chose en travaillant pour ce livre, c'est qu'il ne faut pas considérer les auteurs de nos sources comme des subalternes. Il faut les écouter parce qu'ils sont souvent beaucoup plus ambigus que ce qu'on pourrait penser si on arrive avec notre lexique et qu'on essaie de le plaquer sur les réalités de l'époque. Donc par exemple, j'en parle rapidement dans le livre, quand Hernán Cortés arrive au Mexique et il écrit un certain nombre de lettres qui sont très connues à Charles Quint, quand il lui dit, comme vous êtes empereur, vous allez devenir empereur également des territoires qui étaient des empires quand on les a trouvés et dans lesquels maintenant il y a une vacance impériale. Donc, il y a la genèse d'une idée impériale espagnole, et tout ça, en plus, se déroule autour de 1500, donc une époque où il y a un millénarisme qui fait que l'idée d'empire, elle aussi, connaît une certaine résurgence. Et donc, oui, c'est le début d'une confusion, mais qui peut être voulue entre empire, colonie, impérialisme, impérialité. Et donc, ça a pesé sur l'historiographie, parce que effectivement, dans les grandes sommes sur les empires qu'on peut trouver actuellement, donc les empires, il y a une je crois que c'est chez Oxford, c'est la Oxford History of Empires qui vient d'être publiée l'année dernière. Donc tous les empires entre 1500 et 1800, il n'y a pas le Saint-Empire. Mais il y a bien sûr l'Empire espagnol, etc., l'Empire britannique. Donc c'est quand même une confusion lexicale qui a pesé sur la recherche, mais qui a été voulue aussi, qui a été construite à l'époque déjà. Donc, et alors ensuite, cette idée d'empire, pour les puissances ibériques, parce qu'il y a aussi les Portugais qui sont très importants avec leur empire, un empire qui est plus informel, peut-être, moins structuré. Il y a une confrontation tout au long du XVIIe siècle autour de cette question de vocabulaire. Donc, d'autres puissances européennes s'en mêlent et commencent à contester à l'empereur le monopole impérial. Et peu à peu s'installe l'idée, donc chez des juristes comme Hugo Grotius, John Selden par exemple, qui ont beaucoup écrit sur le droit de la navigation, le droit des mers. L'idée s'installe, et ils le font consciemment, parce qu'ils sont au service de puissances qui sont opposées aux Habsbourg, que pour se dire empire, il faut dominer aussi les mers. Donc il faut une projection outre-mer, ce que l'Empire n'a pas encore. Et donc tous ces traités, mais aussi dans les rencontres diplomatiques
en Europe, on parlait de diplomatie impériale, jusqu'au XVIe siècle, eh bien, ça allait quasiment de soi, l'empereur ou son ambassadeur avait la préséance. À partir du XVIIe siècle, alors là c'est un autre phénomène, mais il y a une sorte de d'historicisation de l'idée impériale qui fait qu'on dit mais non, mais il y a eu des rois, si on lit l'Ancien Testament, le roi de Judée, il est là bien avant les empereurs, donc un empereur ne peut pas prétendre à la préséance, donc un empereur n'est pas supérieur au roi, et ça se voit dans les dictionnaires, tout bêtement, la définition d'empire, d'empereur évolue. Donc il y a ces deux dimensions en fait. Il y a la question du colonial et la question aussi de ce qu'est un empereur, de ses monopoles, ses prérogatives qui s'effritent. Et ça, les Allemands sont très conscients aussi au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ils s'en plaignent dans des traités et on essaie de trouver dans l'entourage de l'empereur des stratégies pour contrer cette offensive anti-impériale, enfin anti-germanique. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Vous avez évoqué Hegel. C'est moi, mais enfin ça ne t'a pas surpris. Je pense que c'est oui. Enfin, Hegel, justement, au tournant du 18e, 19e, a écrit un texte sur la constitution de l'Allemagne et déploré le caractère morcelé, fragmenté de l'Allemagne de l'époque, en différents Länder. Or, tout à l'heure, vous avez insisté sur le fait que le Saint-Empire romain germanique, c'était le Saint-Empire romain de nation allemande. C'est-à-dire, il y a déjà quand même l'idée d'unité du Saint-Empire au XIIIe, XIIe, XVe, enfin je ne sais pas. Donc, la question ce serait, le Saint-Empire romain germanique, c'est une institution qui est plutôt médiévale. Quel serait le rapport de continuité entre ce Saint-Empire romain germanique ou ce Saint-Empire romain de la nation allemande et l'Allemagne plus moderne qui se constitue, disons, au 19e, fin du 18e, 19e jusqu'à aujourd'hui. Juste pour compléter ta question, l'empire auquel je faisais référence à propos de Hegel, c'est déjà plus le même, c'est celui dont tu as parlé tout à l'heure, c'est le deuxième, c'est celui qui succède. Non, il parle du Saint-Empire. Oui, d'accord, mais celui auquel je faisais, moi, allusion, c'est celui auquel fait référence Hegel quand il parle de la fin de l'histoire, c'est déjà plus celui-là, c'est celui de Frédéric et compagnie. Donc, c'est le côté prussien, là, déjà, auquel adhère Hegel. C'est une précision, une nuance, mais ce dont parle effectivement Andreas, je te laisse y répondre. Alors, tu veux commencer, Albert? Parce que... Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de Hegel, mais évidemment, quand on travaille sur le Saint-Empire, on est tous confrontés au jugement un peu lapidaire qui porte sur la fin de l'Empire à la fin du XVIIIe siècle. Et il dit effectivement qu'il y a une division, alors, il dit que ça n'est pas un État. C'est ça la question. Et vous parlez de la nation. Alors, État et nation sont des termes qui changent beaucoup à cette époque. Et quand on parle de la nation allemande à l'époque du Saint-Empire, c'est une question qui est notamment juridique. Parce que le Saint-Empire, sa constitution, garantit un certain nombre de droits qu'on appelle les libertés germaniques à ceux qui sont les seuls sujets juridiques, on dira, dans le Saint-Empire. Donc, les sujets juridiques évoqués dans la Constitution, c'est-à-dire les princes, les gouvernements de ville, etc. Et la Constitution garantit depuis le Moyen-Âge que l'Empire doit être gouverné avec ses acteurs. Donc c'est en ça que c'est l'empire de nation allemande. Donc c'est pas la nation au sens du 19e siècle, mais au 18e siècle. Et alors, l'idée de nation évolue au cours de l'époque moderne. Il y a plusieurs étapes. Et la nation allemande, c'est aussi une nation qui partage une culture et une langue. Et cette idée, elle émerge à l'époque humaniste, mais aussi beaucoup pendant la guerre de 30 ans. Puisque l'Allemagne est vraiment le théâtre principal des combats, et c'est là que l'idée d'une identité entre les Allemands
par rapport à une altérité, donc les ennemis de l'Allemagne, apparaît aussi. Donc, est-ce que l'Empire est... je pense... Peut-être, je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais est-ce que l'Empire a disparu parce qu'il était divisé ? Ça, c'est la grande question qui pèse sur les historiens du Saint-Empire. Plus on se rapproche du XVIIIe siècle, plus on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il a disparu ? Pourquoi il a quand même existé 1000 ans ? Il y a plusieurs théories. On peut utiliser la sociologie pour essayer de répondre à cette question, parce que finalement, le Saint-Empire, il s'autodétruit quelque part par un acte législatif qui se déroule à la Diète, donc cette assemblée dont j'ai parlé, pendant un été, en août 1806, un été caniculaire où il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus à la Diète. Et bon, je passe sur les théories, mais voilà, ce qui se passe, c'est que personne n'est prêt à faire survivre l'Empire, et quand Napoléon envoie son émissaire dire que pour lui la constitution de l'Empire a cessé d'exister, il n'y a aucune voie à la Diète, mais c'est aussi parce que les procédures de la Diète ne prévoient pas ce cas de figure en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une puissance étrangère qui arrive et qui a une emprise sur un certain nombre de territoires parce que plusieurs princes dans la région rhénane se sont alliés à Napoléon. Donc Napoléon est présent sur le territoire et il fait dire voilà. Pour moi, je suis empereur déjà, la constitution de l'Empire a cessé d'exister et l'empereur et cette constitution ne sont plus à même de garantir la sécurité des frontières. La Diète ne pouvait pas réagir à un tel acte, donc c'est pas parce qu'ils étaient divisés que les envoyés des princes ou des villes, etc., n'ont pas pu réagir. C'est une sorte de coup de force, mais qui profite aussi paradoxalement de la forte importance du droit dans la culture politique allemande, parce que comme il y avait pas comme ça n'était pas prévu par la Constitution, on ne pouvait pas inventer une réaction. Donc voilà, c'est un... Mais peut-être ta réponse nous aide à revenir un peu vers face au monde, parce que je crois que ça c'est vraiment au centre de ton livre et de ta recherche. Qu'est-ce que ça veut dire face au monde vraiment, parce que si tu parles de nation, comment est-ce qu'on a vu le Saint-Empire du monde? Alors, ça c'est peut-être plutôt la question. Est-ce qu'on a vu un empire? Et là, je crois que ça, c'est vraiment la différence entre le 15e et ce que vous avez dit sur le statut du Saint-Empire comme un État avec une importance. Pour préciser, sans nuancer, mais préciser, le même Hegel, voyant passer les armées de Napoléon, on va dire qu'il a l'esprit du monde qui passe devant sa fenêtre, mais à la fin, il considère que finalement l'Empire prussien, qui va succéder à tout ça, c'est ça à la fin de l'histoire, c'est l'accomplissement de toutes les contradictions qui amènent au libéralisme merveilleux qui va nous conduire, comme on sait, jusqu'à la situation actuelle. Mais quand même, pour ne plus parler de Hegel, mais plutôt du Saint-Empire face au monde. Bien sûr, c'est peut-être... Voilà. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, qui est-ce qui a vu le Saint-Empire et de quelle manière? Voilà. Oui, effectivement, il y a aussi cette vision extérieure, le regard extérieur qui est porté sur le Saint-Empire. Et alors, on a vu qu'en Europe, ça a changé beaucoup parce que cet empire qui était quand même sacré, qui était censé incarner la chrétienté, donc toute l'Europe unie autour d'un chef. Mais parce que là, peut-être une interruption pour dire à la fin du XVe siècle, on a compté encore jusqu'à la fin du monde. Et c'était bien clair, le Saint-Empire, c'est le dernier empire jusqu'à la fin du monde.
Et là, c'est l'Empire chrétien. C'est l'Empire On chrétien, est c'est le l'empereur. christianisme lui-même Et se soit voilà. divisé avec la réforme au même moment. Voilà. Et c'est plus la même chose au 18e même. Oui. Même au 17e. Oui, voilà, mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'au moment où justement il y a cette interrogation sur ce que devrait être un empire idéal au 18e, sous l'effet aussi de la colonisation, ce qu'on peut observer par exemple en Amérique du Nord, lorsque les fédéralistes commencent à produire une réflexion sur ce que devront être les États-Unis d'Amérique, une fois qu'ils auront gagné leur guerre d'indépendance, le modèle des fédéralistes, c'est le Saint-Empire. Parce que, alors on sait bien que l'une des préoccupations des insurgés, de ceux qui se rebellent contre la couronne britannique en Amérique du Nord, donc les 13 colonies, l'un de leurs griefs à l'encontre de la couronne britannique, c'est l'impôt. Or, dans le Saint-Empire, l'empereur ne peut pas lever d'impôts sans demander à la diète, donc aux États. Et les fédéralistes considèrent que voilà, cette relation, ce respect qu'il y a pour toutes les composantes de l'Empire, c'est quelque chose qui doit être inscrit dans leur future constitution. Donc il y a toute une réflexion et une correspondance aussi à la fois entre les constitutionnalistes, donc les juristes, les historiens, les philosophes et les économistes des deux côtés de l'Atlantique. Alors il y en a qui viennent des Américains qui viennent dans les universités du Saint-Empire, et notamment les universités de Basse-Saxe, parce que c'est là que les choses sont très compliquées dans le Saint-Empire, c'est que la Basse-Saxe, elle est gouvernée par un prince allemand, mais qui est aussi roi de Grande-Bretagne depuis le début du XVIIIe siècle. Donc, je passe sur ces... C'est ce qu'on aurait pu avoir avec Louis XIV aussi, après la paix de Westphalie. C'était la question. Qu'il se fasse élire empereur, parce que comme c'est... Qu'il fasse élire empereur, ou qu'il devenait un prince du Saint-Empire par la Lorraine. Ça, c'est l'Alsace. Voilà. Exactement, c'est ça qui rend la question de la nation difficile, parce que plusieurs princes du Saint-Empire détiennent aussi une couronne étrangère. Donc l'électeur de Brandebourg, il est roi en Prusse. La Prusse, ça n'est pas le Saint-Empire. L'électeur de Hanovre est roi de Grande-Bretagne, etc. Le roi de Suède, il détient aussi la Poméranie, certains territoires. Donc c'est très compliqué. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une réflexion hors du Saint-Empire qui est menée sur sa constitution. Et même Montesquieu réfléchit à cette constitution qu'il considère comme un modèle de fédéralisme. Et c'est là qu'émerge l'idée que c'est une fédération, c'est une alliance. Et donc, en fait, le Saint-Empire au XVIIIe siècle, il n'est pas moribond. Sa constitution fonctionne, les tribunaux fonctionnent, et même après 1806, les tribunaux d'Empire continuent de fonctionner pendant un certain nombre d'années. Donc, il n'y avait pas vraiment de signe avant-coureur, malgré les fortes divisions. Mais de l'extérieur, ça reste un modèle constitutionnel fondé sur le droit, et de manière très précoce. Donc au XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui est très valorisé. Par exemple, Rousseau qui dit que il y a un tel équilibre de pouvoir dans le Saint-Empire que ça ne peut pas être une puissance agressive. L'empereur ne peut pas porter ses armes et engager toutes les armées des princes d'Empire à l'extérieur. Et qu'on devrait prendre cette constitution, on doit soigner cette constitution. Voilà, il y a des utopies, l'abbé de Saint-Pierre qui dit que si on crée des États-Unis d'Europe, le modèle, ça devrait être la constitution du Saint-Empire. Voilà. Donc, je pense s'il faut terminer sur une image de l'Empire, c'est de le voir comme ce modèle très positif qu'il reste au XVIIIe siècle. Bon, on va peut-être conclure là-dessus, sauf s'il y a d'autres questions. Donc merci, bravo. Merci beaucoup. Merci.